tout a l'air d'être bon. Ah, d'accord. Bah, écoute, on va peut-être commencer par présenter le jury. Oui. Hein, moi, donc, le jury m'a fait l'honneur d'être. J'ai allumé ma caméra. Oui. Chacun allumera sa caméra au moment où il se présentera. Et alors, je disais, autorité, que le jury m'avait fait l'honneur de désigner présidente de ce jury de soutenance de thèse. Alors, je présente donc Pascal Foury, je suis professeur au laboratoire d'utilité solide à l'université Paris-Saclay. Et je vais donner mes thématiques de recherche liées au système à forte corrélation polysphéroïde. C'est un petit peu éloigné du sujet actuel, bien que étant très intéressé par ces différences. Je vais donner la parole peut-être d'abord aux membres du jury qui sont rapporteurs pour se présenter rapidement. Donc je vais commencer par Gervais Herons. Si tu veux allumer ta caméra. Bonjour. Je m'appelle Gervais Herons. Je suis chercheur à l'Institut de matériaux de Barcelone. Et moi je travaille sur des matériaux photoniques et aussi des quantiques, notamment le système des oxydes, la OSTO. Je vais donner la parole maintenant à David. Si tu veux allumer ta caméra, David. On ne te voit pas et on ne t'entend pas bien. David. Marie-Bernadette. Bonjour. Moi je suis Marie-Bernadette Petit, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis théoricienne et je suis spécialiste des systèmes fortement corrélés et entre autres donc les oxydes, les perovskites en couche mince ou en bœuf. Manuel. Bonjour, donc je suis Manuel Guibel, je suis directeur de recherche du CNRS. Je travaille au laboratoire CNRS Thales à Palaiseau. Et donc je travaille sur les propriétés électroniques et photoniques des oxydes, notamment des gaz bidimensionnels à base de STO et du thermomètre. Et Marc. Marc Gabel, là, je suis pour quelques instants encore le directeur de thèse de Pierre et donc théoricien au laboratoire de physique solide, professeur et le centre de physique de Pierre est au centre des propriétés gaz dimensionnelles, la lumière surface et interface. Merci à tous. Donc, je propose qu'on éteigne donc à la fois caméra et micro pendant la présentation de Pierre. Pierre a 45 minutes à peu près pour nous présenter ses travaux. Et je pense qu'il n'y aura aucun problème technique au cas où juste peut-être avant qu'on... manifester en
téléphonant à Marc ou lui envoyant un message email, éventuellement par le chat. Avant qu'on commence, en termes de volume sonore, là, si je parle, c'est audible pour tout le monde? Très audible pour moi. C'est bien pour moi. Ok, bon. C'est bien pour moi aussi. Donc j'essaierai de garder ce volume sonore le plus longtemps possible, alors, en parlant. En fait, le seul qui est un peu faible en volume sonore, c'est David, en fait. Ouais. Tu devrais essayer de monter le niveau de ton volume. Et Marc, pas très fort non plus. Ouais. Bon. Bah, l'essentiel, c'est que vous arriviez quand même à peu près à m'entendre, donc j'essaierai de garder ce volume sonore en parlant, et bon, voilà, n'hésitez pas à me dire si à un moment il y a la moindre coupure en termes de volume sonore ou le moindre problème technique, voilà. Sachant que mon portable est en silencieux, mais bon, vu que vous avez accès à la vidéo pour me couper, n'hésitez pas à le faire. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Très bien. Alors, donc, je voulais commencer par vous souhaiter la bienvenue à tous. Bienvenue du coup à cette soutenance de thèse. Au cours de cette présentation, je vais vous expliquer mes travaux qui s'intitulent, donc le titre que j'ai donné à cette présentation est Propriétés électroniques et spintroniques des interfaces entre oxydes de métaux de transition. Donc je vais commencer par expliquer ce qu'on entend par propriétés électroniques et spintroniques pour commencer. Si on s'intéresse aux propriétés électroniques de la matière, on connaît la loi d'Ohm U égale RI qui dicte comment le courant électrique peut circuler à l'intérieur d'un matériau. Ça se matérialise en termes d'application dans l'industrie de la microélectronique par le transistor qui permet de contrôler ou non le passage d'un courant électrique par l'application de ce qu'on va appeler une tension de grille. Si on s'intéresse aux propriétés spintroniques, on va jouer sur un degré de liberté interne à l'électron, un degré de liberté magnétique qui s'appelle le spin, et un exemple assez schématique d'application dans la microélectronique, ce serait la valve de spin qui va permettre de faire passer un courant électrique uniquement si l'électron a un spin qui pointe dans une direction particulière et de le couper si le spin pointe dans l'autre direction. Comment on peut étudier ce genre de propriétés électroniques des matériaux? On va utiliser un outil mathématique qu'on appelle le spectre électronique qui donne les propriétés spectrales du coup des électrons dans les solides. Si on s'intéresse pour un atome, on va avoir ce spectre électronique qui va être relié au spectre d'émission. Par exemple, à droite ici, le spectre de l'hydrogène, il est séparé sur des raies discrètes qui correspondent à des énergies discrètes. Ça provient du fait qu'au voisinage ici du noyau rouge d'hydrogène, il va y avoir un potentiel électrostatique en noir. Et à l'intérieur de ce potentiel électrostatique, la mécanique quantique nous apprend qu'il y a des niveaux d'énergie quantifiés. Et à ces niveaux d'énergie, il va y avoir une fonction d'onde qui va correspondre, ici représentée en pointillé bleu par exemple. Et ça va caractériser l'étendue spatiale de l'état électronique au voisinage de cet atome. Ça, c'est ce qui se passe quand on a un seul atome. Nous, on va s'intéresser à des solides, donc au cas de plusieurs atomes. Si on regarde le cas de deux atomes, pour commencer, le fait que les atomes soient relativement proches, ça fait que les fonctions d'onde des électrons vont pouvoir se superposer. Ici, on peut le voir avec les pointillés bleus. Et ça va avoir pour effet, grâce à l'électrostatique, de séparer en deux les niveaux d'énergie, en un niveau qu'on va appeler liant et un niveau qu'on va appeler antiliant. Le niveau liant correspondant à un état où les électrons vont avoir plutôt tendance à être entre les deux atomes, et c'est l'état qui est principalement responsable des liaisons covalentes. Voilà, donc ça sépare en deux les niveaux d'énergie. Maintenant, quand on regarde un solide, c'est un arrangement périodique d'atomes où on a plutôt de l'ordre de 10 puissance 23 atomes. Donc évidemment, les niveaux d'énergie sont séparés en 10 puissance 23. On les représente plus par 10 puissance 23 niveaux, mais par ce qu'on appelle des bandes d'énergie, qui sont ici représentées en hachuré. Entre ces bandes d'énergie, il peut y avoir des bandes blanches où il n'y a aucun état, donc on appelle la bande interdite. Dans le cas d'électrons presque libres, ce spectre électronique va être rempli jusqu'à une certaine énergie, qu'on appelle l'énergie de Fermi. Si elle se situe ici en pointillé au milieu d'une des bandes hachurées, on a affaire à un matériau qui va être un métal et qui va conduire l'électricité. Pour faire schématique, hein, bien sûr. Si il est au niveau d'une bande blanche, d'une bande interdite, on aura affaire à un isolant électrique, donc qui ne conduit pas l'électricité. On peut caractériser un peu plus en détail ce spectre électronique en s'intéressant par exemple à sa structure dans l'espace réciproque, ici donc encadré par ma souris. Ça va correspondre au calcul de ce spectre électronique pour différentes valeurs du vecteur d'onde dans l'espace réciproque, et donc permettre de caractériser un peu plus finement ce qui se cache derrière ces bandes hachurées. Une autre quantité qu'on pourra regarder sera la densité d'état, ici représentée tout à droite, qui va représenter la densité d'état électronique à l'intérieur de chacune de ces bandes. Et quand il n'y a pas d'état, c'est qu'on se situe dans une bande interdite, donc où il n'y a pas d'état électronique possible. Donc maintenant qu'on a fait ce petit préambule, je vais vous présenter le plan de la suite de la présentation. Donc premièrement, on va essayer d'expliciter un peu plus ce qu'on entend par les interfaces entre oxydes de métaux de transition.
en s'intéressant notamment à comment il peut y avoir des gaz électroniques à l'intérieur, au niveau de ces interfaces. Ensuite, on va détailler un peu ce qu'on peut dire sur la structure électronique de l'interface LAO-STO, en commençant par expliquer comment on peut modéliser sa structure de bande. En utilisant l'algorithme de Poisson-Schrödinger, on va s'intéresser au problème du confinement quantique au voisinage de ces interfaces, avant d'expliquer certains résultats qui ont été obtenus par expérience de Hall dans ces interfaces, notamment dans une orientation particulière, comme je l'expliquais. Ensuite, on expliquera un peu à partir de ce savoir qu'on a de la structure de bande de ces gaz, comment il peut y avoir des croisements multiples qui interviennent dans sa structure de bande, et comment ces croisements multiples peuvent être liés à des propriétés de transport un peu spécifiques, avant de s'intéresser à un autre morceau de la présentation qui parlera des réponses spintroniques et du lien qu'elles peuvent avoir avec les textures de spin à l'intérieur de la zone de Brillouin, en commençant par expliquer certains résultats expérimentaux ayant trait à l'effet Edelstein et comment on peut reproduire à l'aide de méthodes numériques ces résultats. Ensuite, on explicitera le lien entre la réponse Edelstein et les textures de spin dans la zone de Brillouin. On commentera brièvement certains résultats sur l'effet Hall de spin. Et enfin, on conclura. Donc, on va continuer à définir les termes de notre sujet. Interface entre oxydes de métaux de transition. Si on s'intéresse aux oxydes de métaux de transition, c'est une très vaste famille. Nous, on va s'intéresser plus principalement à celles qui ont une structure perovskite. Donc, la formule chimique des cristaux perovskites, c'est ABO3, où les atomes A sur ce schéma vont être au sommet des cubes, les atomes B vont être au centre des cubes, et les atomes d'oxygène vont être au centre des faces des cubes et former ce qu'on appelle une cage autour de l'atome B. Si on s'intéresse un peu à la nature des différents atomes qui constituent ce cristal, en général l'atome A va être un alcalino-terreux, comme le calcium ou le strontium, ou bien une terre rare comme le lantane ou le néodyme, et l'atome B va être un métal de transition, donc le titane, le cobalt, l'iridium ou le palladium étant des exemples. Vous avez le tableau périodique si vous voulez vous rappeler un peu ce que sont ces différentes familles. Ce qui est intéressant, c'est que cette formule chimique, elle va commencer par nous apprendre des choses elle va déjà nous apprendre des choses sur les propriétés électroniques de ces matériaux, parce que en fait, les fonctionnalités électroniques associées à cette structure vont être héritées des fonctionnalités des atomes. Si l'atome B, par exemple, il est magnétique comme le cobalt, ou s'il a un fort spin orbite comme l'iridium, ça va impacter directement les propriétés du solide. Une autre chose qui peut impacter les propriétés du solide, ça va être d'éventuelles distorsions. En cas de compression du système selon un axe, on peut observer par exemple certaines propriétés de ferroélectricité, par exemple dans le titanate de barium. On peut aussi observer des rotations des cages d'oxygène autour de l'atome B qui vont induire de la ferroélasticité. Donc voilà, on voit que déjà rien que cette formule chimique nous apprend pas mal de choses sur les propriétés électroniques de ces matériaux. On va surtout s'intéresser à un des membres de cette famille qu'on appelle le titanate de strontium, qu'on appellera STO dans la suite. C'est un isolant à large bande interdite. Donc si on regarde l'échantillon ici à gauche, il est transparent, qui correspond à un isolant électrique. Et ici à droite, c'est un échantillon de STO qui va être dopé en niobium, et ça va avoir tendance à rendre le système métallique, et donc il ne sera plus transparent. Donc STO, c'est un substrat largement utilisé et assez facile à produire, avec un paramètre de maille assez proche de beaucoup d'autres perovskites. Donc ça en fait un candidat de choix pour créer des échantillons, mais en fait c'est un matériau lui-même très intéressant, et notamment en raison de ses propriétés diélectriques qui sont pas communes du tout. C'est un paraélectrique quantique par exemple. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un tout petit peu après sur ces propriétés diélectriques et leur effet. Comme on peut le voir ici sur la figure de droite, qui est une figure de microscopie à transmission électronique, on peut repérer la structure perovskite à partir de tous les petits points qui correspondent à certains des atomes de la structure. Et on peut voir aussi que ici en pointillé, il y a une interface qui est réalisée entre un échantillon de STO, un substrat de STO et un échantillon de LTO, titanate de lantane, et qu'on peut avoir une précision de cette interface qui est de l'ordre de la couche atomique. Et ça va être intéressant pour réaliser des interfaces en couche par couche. Donc c'est ça qu'on entend par interface entre oxydes de métaux de transition. On va s'intéresser plus particulièrement à un type d'interface qui sera l'interface entre l'aluminate de lantane et le titanate de strontium, donc l'interface LAO-STO. Ces deux isolants à large bande interdite, mais néanmoins il a été découvert que à cette interface, si on mettait plus de 4 couches de LAO au-dessus du substrat de STO, alors l'interface devenait métallique. On va essayer d'expliquer rapidement comment on peut comprendre ce phénomène. Si on regarde la structure du substrat de STO, c'est une alternance entre des couches SRO et TiO2 qui sont neutres électriquement. Donc ici les couches SRO et ici les couches TiO2,
toutes les deux neutres électriquement. Donc rien de spécial qui se passe au niveau du substrat. Maintenant, quand on commence à rajouter les couches de LAO au-dessus de la surface de STO, on va avoir une alternance entre des couches LAO et ALO2 qui, elles, ont une charge microscopique plus 1 et moins 1. Cette alternance de charges positives et négatives va créer une polarisation à l'intérieur du matériau et donc une accumulation d'énergie électrostatique. Quand cette énergie électrostatique devient trop grande, elle va compenser la bande interdite et ça va permettre un transfert d'électrons. Il y a deux scénarios qui sont privilégiés pour expliquer ce transfert d'électrons, qui vont être la catastrophe polaire, où on a juste un transfert d'électrons du côté de LAO vers l'interface LAO-STO, et l'autre scénario, c'est en plus de ce transfert d'électrons, il va y avoir la création de lacunes d'oxygène en haut de la surface de LAO, qui va accompagner ce transfert d'électrons. On a essayé de voir comment on pouvait discriminer un peu ces deux scénarios en utilisant une étude des structures encapsulées de LAO-STO. Donc ces structures encapsulées, en quoi elles consistent? Si on regarde normalement le système usuel qu'on regarde, ça va être un substrat de STO et au-dessus 4 couches de LAO. On peut remplacer ces 4 couches de LAO par M couches de LAO puis N couches de STO. Donc comme c'est représenté ici sur ces figures, différents cas N et M. Et il a été observé expérimentalement que si la condition N plus M supérieure ou égale à 4 était remplie, alors on arrivait à la métallicité de ces interfaces. Donc c'est les résultats expérimentaux présentés à droite. On a essayé de s'intéresser à l'origine de la métallicité dans ces structures en utilisant la théorie fonctionnelle de la densité et en étudiant systématiquement les différents cas N et M et en essayant de voir comment on pouvait mettre en lien avec les deux scénarios que j'ai évoqués précédemment. Donc pour résumer un petit peu le genre de résultats qu'on a eu sur les structures où il n'y a pas de défaut, donc en partant plutôt du principe que c'était la catastrophe polaire, en étudiant la structure de la densité d'état en couche par couche, on a pu observer que le bas de la bande de valence était décalé sous l'effet de l'addition de couches de STO, ici représenté ici par ce petit shift de l'énergie du bas de la bande de valence, et l'effet de la couche de STO supérieure était au niveau de la dernière couche de décaler encore un petit peu cette énergie de bas de la bande de valence. Donc ces résultats ils sont résumés par le graphe de droite où on voit l'amplitude de la bande interdite en fonction du nombre de couches de LAO. On voit que l'amplitude de cette bande interdite décroît avec le nombre de couches de LAO, donc ce qui va bien dans le sens qu'il y a un effet qui est analogue en tout cas à ce qu'on attend de la catastrophe polaire. Et la présence de la couche de STO a aussi pour rôle de faire descendre le gap d'un électronvolt. Donc ça nous montre qu'on arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe, néanmoins on n'arrive pas à retrouver le critère de métallicité, hormis pour des cas qui sont assez simples et connus. On n'arrive pas à le reproduire dans les cas qui sont, on va dire, les cas les plus limites, où on ne s'attendrait pas à ce que le système soit métallique. Donc pour continuer cette étude, on a essayé d'ajouter des lacunes d'oxygène à l'intérieur de ces structures. Donc là se posera la question d'où mettre les lacunes. Nous on a choisi de les mettre au niveau de la couche de LAO et plus particulièrement de la couche d'ALO2 pour des raisons qui correspondent à des considérations expérimentales. En faisant comme ça et en étudiant les différents cas, on a effectivement reproduit la métallicité de ces systèmes. En revanche, on n'a aucune explication satisfaisante quant au nombre de couches de STO nécessaires à mettre au-dessus. On arrivait quasiment toujours à des systèmes métalliques. Donc une des raisons qui peut expliquer cela, c'est qu'on était encore à des concentrations de lacunes qui étaient trop importantes dans les calculs numériques et on a été limité notamment par la taille des systèmes pour pouvoir comprendre bien ce rôle. Et l'emplacement des défauts aussi était quelque chose de critique pour cette étude où on aurait peut-être pu aller un peu plus systématiquement dans une étude des différents du rôle de cette place et du rôle que ça peut avoir en lien avec le nombre de couches de STO. Donc indépendamment du processus qui permet la création de ce gaz, c'est un objet qui a été beaucoup étudié au cours des 15 dernières années parce qu'il présente de nombreuses propriétés électroniques très intéressantes. On peut citer notamment le fait qu'il peut être supraconducteur à basse température, qu'on observe aussi une transition métal-isolant, des propriétés intéressantes de magnétorésistance. Beaucoup de signatures expérimentales montrent qu'il y a plusieurs populations de porteurs électroniques à l'intérieur de ce gaz et on peut moduler la densité de ces différentes populations de porteurs en appliquant une tension de grille. Donc la tension de grille, on peut l'appliquer sous différentes géométries. Ici, j'en ai présenté deux. Ici, à gauche, ce sera la grille arrière, où on fait une tension de grille entre le bas du substrat et l'interface LAO-STO. La grille avant entre le haut de LAO et l'interface LAO-STO. Il y a une troisième géométrie que je ne présenterai pas, qui est la grille latérale.
En tout cas, en appliquant cette tension de grille, on peut moduler la densité de porteurs, et ça va être intéressant pour étudier des propriétés électroniques du système, notamment si on s'intéresse à la transition supraconductrice. On peut regarder ici cette transition en fonction du dopage en abscisse. Donc ici c'est la conductivité mais qui est reliée au niveau de dopage. En ordonnée vous avez la température et on peut observer la transition supraconductrice et l'évolution de la température de la transition supraconductrice qui suit un dôme, ce qui est un peu analogue à ce qui se passe dans les supraconducteurs à haute température critique, bien que deux petits avertissements, c'est pas du tout les mêmes systèmes. Je dis pas du tout que c'est des supraconducteurs à haute température critique, et en plus il ne s'agit pas d'une haute température critique puisque là on est une température de l'ordre de 300 millikelvin, donc c'est des températures qui sont très très basses, mais néanmoins on observe cette variation de la température critique de la transition. Donc on voit en plus d'avoir des propriétés assez riches, ces propriétés elles sont modulables par l'application d'une tension de grille, et l'intérêt ça va être de pouvoir apprécier ces changements en fonction d'une tension de grille, et notamment pour ça on va essayer de modéliser un peu plus en détail, comme je l'ai expliqué, le spectre électronique de ce type d'interface. Donc si on s'intéresse à la structure électronique de ces interfaces, on va s'intéresser à la bande de conduction du titanate de strontium. C'est composé des électrons D de la couche du titane, et dû à la présence des caches d'oxygène autour des atomes du titane, ici représentés en rouge, les petits atomes d'oxygène, ça va séparer les orbitales de la couche D en un groupe d'orbitales qu'on appelle T2G et un groupe qu'on appelle EG. Les orbitales EG seront plus hautes en énergie. Dû au niveau de remplissage, on aura uniquement les orbitales T2G qui seront remplies. Donc on dit qu'elles sont séparées par un champ cristallin. Maintenant, la présence des caches d'oxygène, ça a un autre effet. Ça va avoir pour effet, si on s'intéresse à l'énergie cinétique de ce système dans un modèle de liaison forte, ça va avoir pour effet de contraindre les sauts qui sont possibles entre les différents atomes. Notamment les sauts électroniques entre les atomes de titane vont être forcément médiés par un atome d'oxygène et par les orbitales P de l'oxygène. Ça va avoir pour effet d'introduire des sauts qui vont être fortement directionnels des électrons et qui vont passer par les oxygènes, et de contraindre aussi le caractère orbital possible des sauts. Donc on voit qu'on doit garder la même orbitale entre les différents sauts. Ça va aussi avoir pour effet de réduire beaucoup la largeur de la bande, et donc de potentiellement impacter, de donner un impact plus important au niveau des corrélations électroniques. On aura l'occasion d'en discuter un tout petit peu dans cette présentation. Si on s'intéresse maintenant au détail de ce que ça donne au niveau du spectre électronique, il va y avoir deux directions de saut qui vont être faciles pour les électrons et une direction qui va être difficile. Si on regarde les surfaces de Fermi en 3 dimensions dans l'espace Kx, Ky, Kz, ça va nous faire 3 surfaces de Fermi qui auront toutes les 3 la forme d'un cigare, dû à ces deux directions faciles et à cette direction difficile. Et ces 3 cigares vont correspondre chacun à une des orbitales T2G que j'ai mentionnées précédemment. Donc ça, c'est pour le cas où on regarde les propriétés électroniques en 3 dimensions. Maintenant, nous, on regarde une interface, a priori, dans cette présentation. On va commencer par s'intéresser à l'orientation 0,01 de l'interface. C'est l'orientation de l'interface qui est perpendiculaire à la direction Z. Si on regarde ça, il va y avoir deux effets. Excusez-moi, je vais juste boire un peu d'eau. Il va y avoir deux effets. Il va y avoir un effet qui va être à l'intérieur du plan de l'interface et un autre effet qui va être perpendiculaire à l'interface. Perpendiculairement à l'interface, on va avoir la création de niveaux électroniques discrets, comme dans le cas de l'atome d'oxygène, qui vont être quantifiés et qu'on va appeler des sous-bandes, qui vont correspondre à des copies de ce qui se passe au niveau des directions de l'interface. Maintenant, quand on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de l'interface, et notamment en termes d'énergie cinétique, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un modèle de liaison forte. À la place d'avoir 3 masses effectives, comme précédemment en 3 dimensions, on n'a plus que 2 masses effectives. Et il y a la possibilité pour la dispersion dans le plan d'être anisotrope. Donc, si on regarde ici, les 3 orbitales différentes, la rouge, la bleue et la verte, qui correspondent à DXY, DXZ et DYZ, la rouge, elle est isotrope, elle a les 2 mêmes masses effectives. Par contre, la verte et la bleue, elles sont anisotropes, elles ont des formes d'ellipse. À droite, j'ai représenté la structure de bande de ce type de modèle de liaison forte. En rouge, c'est les orbitales DXY et en bleu, c'est DXZ, DYZ. On voit la coupe dans la direction gamma X et la coupe dans la direction gamma M sur la figure. Et on peut observer, encore une fois, ces propriétés d'isotropie ou d'anisotropie des bandes en fonction de leur caractère orbital. Un des effets du confinement électronique, on aura l'occasion de revenir dessus, ça va être la séparation en énergie des différentes sous-bandes entre elles, et notamment une discrimination des sous-bandes au niveau de ce confinement. Ça, j'y reviendrai dans la partie suivante, enfin, j'y reviendrai d'ici quelques slides. Donc ça, c'est pour l'orientation 0,01 de l'interface. Il y a d'autres types d'orientations qui vont être intéressantes.
par exemple l'orientation 1-1-1 de l'interface qui va correspondre aux interfaces qui sont perpendiculaires à la direction de la diagonale du cube. Donc ça va être des plans qui vont correspondre aux plans qui contiennent les 3 triangles bleus ou les 3 cercles rouges par exemple. Si on regarde cette figure en regardant d'en haut, perpendiculairement à cette direction de la flèche orange, on va avoir un réseau dit en nid d'abeille. On exclut les atomes verts que j'ai mis juste pour qu'on puisse visualiser correctement la structure. Si on construit un modèle de liaison forte sur ce réseau en nid d'abeille, on va pouvoir calculer la structure de bande simplifiée dans un modèle de liaison forte et avoir des surfaces de Fermi qui ressemblent plutôt à ça, donc avec 3 ellipses qui sont tournées de 2 π sur 3 les unes des autres, contrairement à ce qu'on avait dans le cas de l'interface 0,01. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec des modèles assez simples pour décrire ces interfaces. Si on compare à des résultats de spectroscopie par photoémission, on peut observer que ici, donc à gauche, ce sera les résultats pour l'interface 0,01. On voit bien les 2 sous-bandes DXY sur cette figure. Ici, on peut voir la sous-bande lourde qui correspond à du DXZ ou DYZ selon la polarisation du photon. On voit bien la surface de Fermi circulaire et la surface de Fermi elliptique. Dans le cas d'une interface 1-1-1, on observe bien les 3 surfaces de Fermi tournées de 2 π sur 3. Donc la symétrie de ces modèles de liaison forte et ce qu'on obtient par des calculs assez simples, elle est cohérente avec les mesures expérimentales de ces spectres. Si on veut aller un peu plus loin dans la description de ces modèles de liaison forte, il faudra rajouter d'autres termes comme le champ trigonal, le spin orbite atomique ou le mélange orbital, mais ça j'évoquerai un petit peu après. En tout cas, on arrive à reproduire bien le spectre. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe plutôt au niveau des propriétés de dispersion. Si on regarde le problème du confinement quantique au voisinage de l'interface, ce qui se passe en fait, c'est que le gaz, comme je l'ai expliqué, va être confiné électrostatiquement par la présence de cette interface. Et donc, en fait, il va être confiné par la création d'un potentiel électrostatique au voisinage de l'interface. Et le gaz lui-même va écranter ce potentiel. Pour modéliser cet écrantage, on utilise l'algorithme de Poisson-Schrödinger qui nous permet d'utiliser une approche autocohérente pour modéliser ça. Ça nous permet à la fois de déterminer les niveaux d'énergie des électrons dans le puits et aussi, donc ici représentés en bleu et rouge sur la droite de votre écran, et aussi de représenter les fonctions d'onde associées qui vont décrire l'extension spatiale des électrons. Si on regarde les résultats numériques qu'on peut obtenir, on voit que les niveaux DXY sont plus bas en énergie que les niveaux DXZ à l'intérieur du puits et que par contre ils sont confinés plus près de l'interface. Donc on retrouve cette idée de dichotomie orbitale que j'ai évoquée précédemment. Je précise que là, c'est les résultats numériques pour l'interface dans l'orientation 0,01. Si on regarde le petit insert en vert ici, bon, je pense qu'on ne le voit pas très bien, mais juste pour appuyer mon propos précédent, on voit que le potentiel en fonction de la position au voisinage de l'interface, on voit qu'il commence par augmenter linéairement et que petit à petit, il est écranté effectivement par la présence de ce gaz bidimensionnel. Ou quasi bidimensionnel en l'occurrence, puisqu'il a effectivement une extension spatiale dans la direction Z. Donc on voit qu'on a les orbitales effectivement qui sont non équivalentes pour le confinement. Et ce genre de méthode numérique peut s'appliquer indifféremment pour l'interface dans l'orientation 0,01 ou bien 1,1,1. On pourrait même le faire pour d'autres interfaces comme 1,1,0 par exemple, ça pose aucun souci particulier. Juste qu'il faut modifier le modèle de liaison forte associé et les masses effectives des bandes dans les directions du plan et hors du plan. Si on s'intéresse au type de résultats numériques qu'on peut avoir et qui sont proches de quantités physiques associées à ces systèmes, on peut modéliser du coup le spectre comme j'ai montré précédemment. On va avoir des ordres de grandeur d'énergie qui vont être complètement cohérents avec ce qui est mesuré en ARPES. On va pouvoir aussi avoir accès à l'extension spatiale du gaz grâce aux fonctions d'onde que j'ai mentionnées précédemment. Dans les cas 0,01 et 1,1,1, et on va pouvoir voir par exemple que le gaz dans la direction 0,01 est plus confiné que le gaz dans la direction 1,1,1. Ça, c'est un effet purement de masse effective des différentes orbitales. Et on reproduit assez bien quantitativement des mesures expérimentales qui ont été faites sur ces différentes orientations. Soit dit en passant, le fait qu'il y ait plusieurs extensions spatiales pour les différentes orbitales et les différentes sous-bandes peut expliquer éventuellement le fait qu'on a plusieurs évaluations différentes de ces extensions spatiales selon le phénomène physique qui est mesuré. Ensuite, on peut aussi s'intéresser aux effets de la température, du dopage ou bien des interactions sur ce modèle et sur par exemple une quantité comme l'extension spatiale de ce gaz. Donc ici à gauche, j'ai représenté l'évolution de l'extension spatiale du gaz dans une interface d'orientation 0,01 en fonction de la température pour les différents sous-niveaux du puits, et on voit une décroissance de l'épaisseur de ces fonctions d'onde en fonction de la température qui est liée à un changement de la constante diélectrique avec la température pour STO, comme je l'ai expliqué très succinctement tout à l'heure, qui présente des propriétés de paraélectricité quantique
notamment à basse température. On peut aussi s'intéresser au rôle du dopage sur ces systèmes. Donc ici à droite, on voit que plus on va doper le gaz en augmentant sa densité, plus on va contraindre les fonctions d'onde à vivre près de l'interface. Bon, en fait, ça c'est un dopage en grille avant que je présente. C'est parce que si on confine plus d'électrons, il faut que le potentiel monte plus vite au voisinage de l'interface, et donc ça va avoir pour effet mécaniquement de réduire l'étendue spatiale des fonctions d'onde associées. Donc, là on a donné un petit peu les outils numériques pour pouvoir modéliser ce spectre, et en tout cas une certaine partie du spectre, la partie relative au confinement et à l'énergie cinétique. Ça nous permet d'interpréter certains résultats expérimentaux qui ont été faits au niveau des mesures de Hall dans ces systèmes. Donc pour l'interface 1.1.1, en fait au-dessus d'un système LAO-STO, on peut monter un dispositif qui s'appelle une barre de Hall qui permet de mesurer des résistances de Hall et des résistances longitudinales en fonction du champ magnétique. Et on peut observer la variation de ces quantités en fonction d'une tension de grille arrière pour doper le système. Ici, je reproduis les résultats de Montero et collaborateurs, et on va s'intéresser principalement à ce graphique-là qui nous montre que, en utilisant un modèle à plusieurs porteurs pour décrire ces manips, on arrive à voir qu'en fonction ici de la conductivité du système, on a une augmentation de la densité de porteurs avec le dopage, donc ce qui est quelque chose qu'on attend parfaitement. À partir d'un certain niveau de dopage, on va avoir une deuxième population d'électrons qui va apparaître, donc ce qu'on appelle une transition de Lipschitz dans ces systèmes, et associé à cette apparition d'une nouvelle population de porteurs, on va avoir la décroissance de la première population de porteurs, ce qui est quelque chose qui n'est pas spécifiquement attendu. On s'attend normalement dans un modèle de bande rigide d'électrons libres à ce que les populations électroniques augmentent uniquement avec le dopage. Donc on a essayé d'expliquer ces mesures de Hall pas communes dans l'interface 1.1.1 en utilisant un modèle de bande en interaction en champ moyen et en introduisant un terme de corrélation entre les sous-bandes entre les états électroniques de sous-bande de l'interface 1.1.1, on a pu reproduire à partir d'un certain niveau d'interaction une décroissance effectivement de la population de la première catégorie de porteurs au détriment de la seconde catégorie de porteurs. Donc en rouge c'est pour un niveau d'interaction trop faible et en bleu c'est pour un niveau d'interaction suffisant pour observer cette décroissance. Donc ça c'est une première explication éventuelle de cette décroissance qui ferait intervenir des interactions en champ moyen. Une autre explication possible qu'on a essayé d'explorer un petit peu, ça va être une modélisation un peu plus fine du temps de diffusion dans ces systèmes et d'essayer de voir s'il n'y a pas un problème d'amplitude du champ magnétique pour pouvoir interpréter convenablement ces résultats. C'est quelque chose qu'il faudrait éventuellement un petit peu plus explorer. En tout cas, grâce à cette partie, on a pu donner une description assez complète de la partie cinétique de la structure de bande. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux détails de cette structure de bande en regardant notamment la présence de croisements multiples à l'intérieur de cette structure de bande. Si on regarde l'orientation 0,0,1, ici en haut, on va avoir deux types de croisements qui vont être possibles. Des croisements qu'on va qualifier d'évités, qui vont être les croisements entre uniquement deux types de bandes, les bandes bleues et vertes par exemple, ou bien les bandes bleues et rouges et vertes et rouges, ici quand on a une tangence de l'ellipse avec le cercle, ou les croisements triples qui vont impliquer les trois orbitales T2G. Si on s'intéresse à l'orientation 1,1,1, on peut aussi avoir des croisements triples, mais il va falloir invoquer plusieurs catégories de sous-bandes, plusieurs niveaux de sous-bandes qui vont correspondre à des niveaux de confinement différents. Ici, en vert et en rouge sont représentés deux groupes de sous-bandes, et selon la position relative des surfaces de Fermi de ces groupes de sous-bandes, on va pouvoir avoir des croisements triples dans une certaine direction de la zone de Brillouin ou dans une autre. Au niveau de ces croisements, ils vont bien évidemment être levés quand on va introduire d'autres termes que juste l'énergie cinétique. Et là, ça va être la nature précise des couplages qui va permettre de comprendre les levées de dégénérescence en ces points et qui vont contraindre la forme des fonctions d'onde au niveau de ces croisements. Ça va être intéressant quand on va regarder d'autres propriétés de la matière qui vont être liées à des propriétés qu'on qualifie de topologiques. Donc depuis une vingtaine d'années, on a compris que la littérature en matière condensée a compris qu'il fallait aller au-delà du détail, au-delà du spectre pour pouvoir décrire les propriétés électroniques des matériaux, et que si on s'intéressait par exemple à un modèle à deux bandes, la structure de bande, le spectre de la structure de bande seule ne suffisait pas, et qu'il fallait s'intéresser à la géométrie précise des fonctions d'onde pour pouvoir comprendre les propriétés des matériaux. Donc si on regarde un spectre pour un système à deux bandes, on va avoir un premier terme proportionnel à l'identité, et on va avoir un deuxième terme qui va être proportionnel à un spinner, où
où le champ de vecteur H va multiplier scalairement les matrices de Pauli. Et on peut se retrouver avec des spectres qui sont très similaires. Donc ici, ce spectre-là et ce spectre-là sont très similaires, à l'exception peut-être d'une bande interdite légèrement différente. Par contre, le caractère orbital des fonctions d'onde dans ces deux spectres est complètement différent. On voit qu'on a une inversion entre ici le rouge et le rouge ici. Si on en vient à faire des liaisons, des jonctions pardon, entre des matériaux qui présentent des spectres avec ces caractéristiques différentes, on va pouvoir avoir l'apparition à l'intérieur du gap entre la bande de conduction et la bande de valence de niveaux qu'on appelle qui sont ce qu'on appelle des états de bord topologiques, qui vont être unidimensionnels alors qu'on a des systèmes bidimensionnels et qui vont avoir tout un tas de propriétés intéressantes, notamment c'est des niveaux qui vont pouvoir disperser métalliquement alors qu'on est dans un cas où on a des jonctions entre des isolants, donc ça c'est pas très commun, et ils vont être insensibles à la rétrodiffusion et ils vont être protégés par tout un tas de symétries. Ça peut se caractériser par ce qu'on appelle des invariants topologiques et par des propriétés de géométrie des fonctions d'onde, notamment via des quantités comme la courbure de Berry, dont j'aurai l'occasion de parler très succinctement un petit peu après. Et ça a un effet, comme j'ai dit, sur des propriétés de transport, puisqu'on a des états métalliques à l'intérieur de ce gap, donc c'est quelque chose de pas commun. Et ça peut se caractériser grâce à des effets comme l'effet Hall anormal, l'effet Hall de spin ou autre. Nous, dans la suite, on va prendre peut-être un petit pas de recul par rapport à ces concepts d'invariants topologiques, mais en tout cas à s'intéresser à la géométrie précise de ces fonctions d'onde et du lien qu'elles peuvent avoir avec un certain nombre de propriétés électroniques. Et là, on va s'intéresser aux propriétés spintroniques dans la suite, en prenant l'exemple de l'effet Edelstein. L'effet Edelstein, autrement appelé effet spin galvanique, c'est la conversion entre un courant électrique et une densité de polarisation en spin dans les matériaux. Un exemple de modèle minimal pour observer cet effet de manière théorique en tout cas, ça va être le modèle de Rashba qui est composé de deux termes, un terme de gaz d'électrons libres en P2 sur 2m où P est l'opérateur d'impulsion, et un deuxième terme dit terme de Rashba qui va coupler l'opérateur de spin sigma avec l'opérateur d'impulsion P. Ici le scalaire Z provient du fait que c'est un terme en deux dimensions, c'est un modèle en deux dimensions pardon. Et donc si on regarde le spectre de ce modèle, donc à gauche c'est le spectre du gaz d'électrons libres, on voit une dégénérescence entre les niveaux de spin up et de spin down en énergie, donc une belle dispersion parabolique. Maintenant, le modèle de Rashba, quand on ajoute un alpha R non nul, on va avoir deux bandes encore une fois, mais cette fois il va y avoir une séparation en énergie linéaire entre les deux bandes au voisinage de l'origine. Et un autre effet très important de la présence de ce terme, ça va être ce qu'on appelle le verrouillage spin-impulsion, à savoir que la direction du spin des électrons va être corrélée à la direction de leur vecteur d'onde. Ici, pour la bande bleue pardon, qu'on appelle moins, la direction de son spin quand K est positif est opposée à la direction de son spin quand K est négatif. Pour la bande rouge, on a le même phénomène, mais c'est la direction opposée à la bande bleue. Si on regarde une coupe à énergie constante de ce système, on va regarder ce qu'on appelle les surfaces de Fermi de ce système dans la zone de Brillouin. On peut dessiner les textures de spin associées. On voit qu'on a des textures de spin qu'on peut dire en spirale, et on voit qu'elles tournent dans un sens pour la bande bleue et dans l'autre sens pour la bande rouge. Lorsqu'on va appliquer un champ électrique au matériau, par exemple dans la direction X, on va décaler légèrement ces deux surfaces de Fermi, et ça va avoir pour effet de tilter un peu les spins et de créer une accumulation de spins associée à chacune de ces deux bandes. Pour la bande bleue, de spin vers le bas, pour la bande rouge, de spin vers le haut, et ça va créer une polarisation nette dans le matériau dans la direction perpendiculaire à ce champ électrique, ici vers le bas, ça pourrait être vers le haut dans d'autres conditions. Et c'est ça qu'on appelle l'effet Edelstein. Donc maintenant, comment on peut mesurer expérimentalement cet effet Edelstein? On peut le mesurer par pompage de spin, donc je vais vous présenter le dispositif expérimental associé. On va produire une résonance ferromagnétique dans un matériau ferromagnétique, donc ici on a pris l'exemple du permalloy qui est un alliage de nickel et de fer. Ça va injecter un courant de spin au travers de la couche de LAO ici, ça peut être autre chose que le LAO, j'y reviendrai juste après. Ça va créer une polarisation en spin à l'intérieur du gaz par des effets de diffusion, et au sein du gaz LAO-STO, par effet Edelstein inverse, on va convertir cette polarisation en spin en un courant électrique, J de X ici représenté en violet, et c'est l'amplitude de cette conversion qui va nous donner l'effet Edelstein inverse. Donc l'effet Edelstein inverse, c'est comme l'effet Edelstein, sauf que c'est l'inverse, donc on convertit une densité de spin en un courant électrique. On peut regarder l'évolution de l'amplitude de cet effet en fonction d'une tension de gris, ici, représentée en bas. Donc les résultats expérimentaux de Vaz et collaborateurs nous montrent plusieurs choses. Donc l'évolution de cette amplitude de l'effet Edelstein inverse en fonction de la tension de gris nous montre plusieurs choses. De un,
expérimentalement parlant, c'est des amplitudes qui sont très fortes. Alors ici, c'est, oui, alors j'ai oublié de préciser, c'est non pas une interface LAO-STO, mais c'est une interface d'oxyde d'aluminium et de STO, mais c'est un petit peu le même principe. On a un phénomène analogue pour les interfaces LAO-STO. L'amplitude de cet effet Dolstein est beaucoup plus élevée que dans d'autres types de matériaux, donc ça c'est une première caractéristique très intéressante. Une autre caractéristique intéressante, ça va être que, en fonction de la tension de grille et donc du dopage, il va y avoir des oscillations de cet effet Edelstein et en plus de ces oscillations, il va y avoir un changement de signe de cet effet Edelstein qui correspond donc à des variations très très fortes de cet effet. Ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on passe de plus 30 à moins 20 quasiment, donc on voit quelque chose qui varie énormément. Donc on va essayer dans la suite d'expliquer la variation de cet effet Edelstein en fonction du dopage électrostatique et de voir comment on peut relier ça à des caractéristiques intéressantes de la structure de bande. Donc, premièrement, vraiment à des caractéristiques assez fondamentales de la structure de bande, en utilisant un modèle de liaison forte enrichi de certains ingrédients que je présenterai précédemment, on peut, grâce à la théorie de la réponse linéaire, calculer la réponse Edelstein en fonction ici du potentiel chimique. Donc ici en abscisse, le potentiel chimique qui est ici en ordonnée. Donc ça correspond à des coupes horizontales de cette structure de bande, ce qu'on a là. On voit que les résultats numériques sont assez satisfaisants parce qu'on arrive à reproduire des fluctuations de cet effet, on arrive à reproduire des oscillations, et on arrive à reproduire notamment aussi des changements de signe. Donc on a quelque chose qui est cohérent avec les résultats expérimentaux. Maintenant, si on essaie de s'intéresser aux détails de cette réponse Edelstein et aux liens qu'elle peut avoir avec la structure de bande, on a à noter avec des symboles les points particuliers. Donc le point rouge, le point vert et le point bleu correspondent à l'apparition de nouvelles bandes dans le système, et les points en triangle noir correspondent à des croisements entre les bandes. On voit que l'apparition de nouvelles bandes dans le système produit des nouvelles contributions à l'effet Edelstein. Ça c'est normal, il s'agit d'un effet additif, que chacune de ces bandes peut avoir une contribution qui a un signe distinct. Donc ça va être intéressant, et ça permet d'expliquer notamment la présence de changements de signes dans ces systèmes. Et on voit aussi que les points de croisement ont un rôle, même s'il est un petit peu moins clair peut-être que l'apparition de nouvelles bandes. C'est quelque chose qui va avoir une importance et qui est une des caractéristiques importantes aussi de la structure de bande. Donc ça c'est pour vraiment une vision un peu grossière, une première vision grossière de ce qui se passe au niveau de cet effet Edelstein, du lien avec la structure de bande. Maintenant, si on va aller un peu plus dans le détail, on va essayer de revenir à cette idée de verrouillage spin-impulsion qu'on a évoqué pour le modèle de Rajba, et on va essayer de s'intéresser à comment, dans notre modèle de liaison forte que j'ai évoqué précédemment, on peut arriver à ce verrouillage spin-impulsion. Ça va être sous l'effet de l'action conjointe de deux termes. Premièrement, la présence de spin orbite, du spin orbite atomique à l'intérieur du matériau de STO. Ça va être un terme hamiltonien qui va coupler l'opérateur orbital L, qui va être le caractère orbital des électrons dans la base T2G. Ça va le corréler directement à la direction du spin S, donc à travers ce produit scalaire. Et donc ça a tendance à aligner l'opérateur orbital et l'opérateur de spin. Le deuxième terme fondamental pour faire apparaître ce verrouillage spin-impulsion, ça va être ce qu'on appelle le mélange orbital, qui lui va corréler la direction du caractère orbital avec la direction du vecteur d'onde. Donc d'où est-ce que ça provient ce terme? Microscopiquement, ça provient de la présence de l'interface. Au voisinage de l'interface, dû à des effets électrostatiques, on va avoir ce qu'on appelle une polarisation du réseau, et en fait les atomes d'oxygène vont être légèrement plus hauts que les atomes de titane. Ça va distordre les liaisons entre les différents atomes et autoriser des sauts qui étaient au préalable interdits par symétrie et qui vont mélanger les différentes orbitales T2G. Auparavant, c'était impossible d'avoir un saut entre cette orbitale à gauche et l'orbitale du milieu. Maintenant, grâce à la médiation des atomes d'oxygène légèrement décalés, ça va permettre de briser cette symétrie et de permettre ces sauts. Ici, la présence du scalaire Z, encore une fois, provient du fait qu'on a un modèle bidimensionnel, et le Z est en fait la direction perpendiculaire à l'interface 0,01. Donc là, ça c'est l'écriture du mélange orbital dans cette direction 0,01. L'effet conjoint de ces deux termes, ça va être d'induire un couplage de type Rajba, que je vais détailler après, et de produire des textures spin-orbitalaires à l'intérieur de la zone de Brillouin. On va essayer de détailler un petit peu plus ces textures de spin dans la suite de cette présentation et de montrer le lien qu'elles ont avec l'effet Edelstein. Pour ça, on pourrait prendre la même stratégie que ce qu'on a expliqué pour le modèle de Rajba,
et regarder individuellement chacune des bandes et leur texture de spin. C'est pas la méthode qu'on a adoptée. On a plutôt utilisé la méthode qui consiste à grouper les bandes par deux. On peut voir que dans la structure de bande, on peut regrouper les bandes par deux. Ici, la bleue et la orange sont relativement proches en énergie au voisinage du point rouge. La rouge et la verte au voisinage du point vert. Et la violette et la marron, faut me croire pour les couleurs, au voisinage du point bleu. On groupe ces bandes par deux. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va réaliser la différence et la somme de leurs textures respectives. Et on va les représenter dans la zone de Brillouin. Donc ici, c'est ce qui est représenté en haut, c'est la différence entre les textures de spin de chacun de ces groupes de bandes. Donc au voisinage des points rouge, bleu et vert pour chacun des groupes de bandes. Et en bas, c'est la somme qui est représentée. Donc ici, sur la figure D, on voit très mal, mais il y a effectivement des flèches et qui tournent dans le même sens, j'insiste, que la texture A. On peut voir bon, que ces textures, elles existent, elles ont tendance à tourner, elles sont isotropes, anisotropes, ça dépend un petit peu du caractère des bandes, mais une autre chose qu'on peut dire, c'est que si on avait un modèle purement Rajba, on n'aurait que des textures qui correspondent à la différence, les textures correspondant à la somme seraient nulles. Et une première chose qu'on peut faire, une première remarque qu'on peut faire, c'est que la direction le sens dans lequel tournent ces textures est directement corrélé avec le signe de la réponse Edelstein associée aux bandes. Voilà, donc ça c'est une première observation qu'on peut faire, et en fait on va aller encore plus loin dans le lien entre ces textures de spin et la réponse Edelstein, en réécrivant la réponse Edelstein en fonction de ces textures de spin. Donc pour ça, ici kappa, qui est la réponse Edelstein, on peut le séparer en deux termes. Un premier terme qu'on appelle kappa R, qu'on va appeler la réponse Rajba du système, et un deuxième terme kappa MB, qu'on va appeler la réponse multibande du système. Ici, ce premier terme, Rajba, il va faire intervenir la texture S0 qui est la texture des différences, ici représentée en rouge en haut, multipliée par delta KF qui est la différence de vecteur d'onde de Fermi entre les bandes bleues et orange. Donc on voit que cette différence de vecteur d'onde, elle a tendance à très peu varier avec le potentiel chimique, et les textures de la différence, là il faut me croire sur parole, elles ont tendance à assez peu varier aussi avec le potentiel chimique. Maintenant si on regarde le deuxième terme, il fait intervenir ce qu'on appelle delta S0 qui va être les textures de la somme, représenté ici en bleu en bas sur votre écran, multiplié par cette fois-ci le vecteur d'onde KF. Ce vecteur d'onde KF, vecteur de Fermi, va correspondre à la différence entre la ligne en pointillé et la ligne bleue ici. Et on voit que ça par contre c'est une quantité qui augmente beaucoup avec le potentiel chimique, et donc qui va nous intéresser beaucoup dans la suite pour expliquer l'ampleur de ces différents termes. Donc là j'ai séparé en deux ces termes, j'ai montré le rôle de ces différents termes dans la réponse Edelstein. On va essayer d'exemplifier avec une métrique assez simple le rôle respectif de ces différents termes. Enfin, assez simple. Moi, je la trouve à peu près satisfaisante. Si on regarde le début de la réponse Edelstein que j'ai expliqué tout à l'heure, on voit qu'il y a une augmentation entre le point rouge et le point vert. D'accord ? On va essayer de comprendre... en fait, on peut voir que cette augmentation, elle est uniquement due à la présence... qu'elle est quasiment uniquement due à la présence de ce terme interbande. Si on représente... on pourrait représenter ces courbes pour différentes valeurs des paramètres, notamment en faisant évoluer le spin orbite atomique. C'est ce qui est résumé dans les résultats de droite. Donc, la ligne en pointillé bleu représente l'amplitude au niveau du point rouge en fonction de ce paramètre de la structure de bande qui va évoluer. L'amplitude au niveau du point vert va correspondre aux croix en rouge. En bleu, on a représenté ce qui se passerait si on calculait uniquement la réponse de type Rajba au niveau du point vert. On voit qu'on a la courbe en bleu qui est bien loin des croix en rouge. Et par contre, si on introduit la réponse complète, on a la réponse en vert qui épouse relativement bien les résultats numériques. Et donc on voit que la modélisation par un modèle de type Rajba variable est insuffisante pour pouvoir reproduire les variations de l'amplitude de l'effet Edelstein avec le dopage. Et donc c'est ça qui peut peut-être expliquer que dans les modèles à base de STO, dans les interfaces à base de STO, on a quelque chose qui va être si important en termes de réponse Edelstein. Donc ça, c'était un premier exemple d'effet spintronique qu'on peut observer dans ces interfaces à base de STO. Un deuxième exemple, ça va être l'effet Hall de spin. Donc cet effet Hall de spin, c'est la création d'un courant transverse polarisé en spin lorsqu'on applique un courant électrique à l'intérieur d'un matériau. C'est un effet qu'on attend théoriquement dans les modèles de type Rajba ou dans les modèles de type Bernevik, Hughes, Zhang, BHZ. On peut le calculer théoriquement, en tout cas, si on regarde la réponse intrinsèque. Au niveau des résultats, on peut expérimentalement mesurer par effet Hanle l'amplitude de cet effet, comme ça a été fait par Trier et collaborateurs, en mesurant une tension non locale et l'évolution d'une tension non locale sous un champ magnétique dans des barres de Hall de LAO-STO. On peut remonter grâce à ces mesures à l'angle de Hall et regarder les variations de cet angle de Hall avec une tension de grille. Reproduire qualitativement
ces résultats expérimentaux à l'aide d'un modèle de liaison forte et de théorie de la réponse linéaire enrichie de la formule de Kubo, en se concentrant uniquement sur la contribution intrinsèque. J'insiste, parce qu'en réalité, dans ces modèles qui sont des modèles métalliques, il y a tout un tas d'autres contributions qui peuvent arriver dans le calcul de l'amplitude de cet effet Hall de spin qu'on n'a pas pris en compte. On s'est uniquement intéressé à la contribution intrinsèque. Et les quelques résultats que je vais pouvoir présenter sur l'amplitude de l'effet Hall de spin dans la slide suivante sont uniquement reliés à cette contribution intrinsèque. On a regardé du coup la variation de cette contribution intrinsèque en fonction du potentiel chimique pour essayer de voir les liens qu'elle pouvait avoir avec le détail de la structure de bande. On peut voir que les variations de l'effet Hall de spin, elles sont conjointes à peu près aux variations de l'effet Edelstein. Donc on voit ici en bleu les variations de l'amplitude de l'effet Hall de spin en fonction de la tension de gris, en rouge les variations de l'effet Edelstein. On voit du coup que effectivement à l'apparition de nouvelles bandes ou à l'apparition des croisements, il se passe des choses au niveau de la réponse Hall de spin. Bon, même si c'est parfois un peu plus compliqué à expliciter, notamment pour ce qui se passe au niveau des croisements. Cet effet Hall de spin, il a la particularité pour sa contribution intrinsèque d'avoir une structure quasiment en plateau. Donc on voit que c'est pas exactement des plateaux, mais ça a tendance à moins varier quand même que l'effet Edelstein entre les périodes de brusque variation. Et cet effet Hall de spin, on peut le relier à une quantité qu'on appelle la spin courbure, pour sa partie intrinsèque en tout cas, qui va être reliée à la géométrie précise des fonctions d'onde et qui est analogue à la courbure de Berry, à ceci près que on ne va pas avoir un opérateur de vitesse et un opérateur de vitesse, mais un opérateur de vitesse et un opérateur de vitesse de spin ici. Et c'est le détail de l'action de ces opérateurs de vitesse dans cette écriture, là c'est une réécriture que j'ai faite, je précise, qui va permettre, donc c'est la géométrie précise de ces opérateurs qui va permettre de comprendre une partie en tout cas de cette réponse Hall de spin. En tout cas, ça va dans le sens de dire que ça va être la géométrie spécifique et la nature orbitale et spin orbitale des états propres dans ces systèmes qui va influer certaines de leurs propriétés de réponse, notamment ici de réponse spintronique, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres réponses. Donc il est temps pour moi de conclure à la suite de cette présentation. Donc on a donné d'abord un peu tous les outils théoriques pour décrire la structure de bande des interfaces entre oxydes de métaux de transition, en insistant sur la nature multibande de ces systèmes et sur comment ça pouvait impacter leurs propriétés électroniques. Regardez comment ça peut impacter le problème du confinement de ce gaz au voisinage de l'interface. Ensuite, on a regardé, selon la symétrie et les orientations de l'interface, comment ça pouvait influencer la nature précise des fonctions d'onde, et en particulier, comment ça pouvait impacter certaines réponses physiques, en exemplifiant au travers des réponses spintroniques, qui elles vont dépendre du détail du couplage spin-orbite du couplage spin-orbite, pardon, en insistant sur le lien entre l'effet Edelstein et les textures de spin, et en parlant brièvement de l'effet Hall de spin. Si on veut aller un petit peu plus loin dans ce travail, on peut s'intéresser à la description un peu plus en détail des temps de diffusion. Donc comme j'expliquais précédemment pour l'effet Hall de spin, prendre en compte tous les processus de diffusion et les différents mécanismes, ça va être fondamental pour pouvoir bien évaluer les autres contributions. Et pour tous les effets de transport de manière générale, c'est important de bien modéliser ça. Et là, il y a des questions intéressantes qui se posent, notamment le lien que peuvent avoir ces mécanismes de diffusion avec l'extension du gaz et la présence de différents types de porteurs qui vont pas avoir les mêmes processus chacun. Se pose aussi la question du couplage entre ces différents types de porteurs, au travers à la fois des termes du Hamiltonien et des termes diffusifs. Si on s'intéresse un peu plus en détail aux propriétés de topologie associées aux oxydes, se pose la question du genre de signature qu'on peut attendre, et notamment est-ce qu'on peut avoir accès à des détails de structure fine dans la structure de bande, tels que les croisements multiples que j'évoquais. Et ces deux points précédents nous amènent en fait après à des questions un peu plus générales sur la forme des couplages qui existent au sein de ces matériaux et comment on peut essayer de trouver des métriques pour essayer de les caractériser mieux, notamment relier donc des modèles microscopiques avec le calcul de réponses magnétiques. Donc comme j'ai fait ici un peu pour l'effet Edelstein, peut-être s'intéresser aux réponses magnétiques comme la magnétorésistance ou décrire un peu plus en détail l'effet Hall dans ces matériaux. Et grâce au lien avec des modèles microscopiques, remonter peut-être à certains paramètres de ces matériaux. Et enfin, essayer de comprendre correctement quels sont les éléments et les mécanismes microscopiques qui vont impacter les différentes réponses. Bon, je voulais